C'est chiant cette chaise, non? Oui. T'as combien de pages? 8. 8 ou 7? 7. Ok. Ça va être long à lire sur l'ensemble du truc. Non, ça va, c'est parce que c'est... T'as l'impression, mais que si tu le lis à la suite... Ça va mieux ta crève? Ça a pas l'air. C'est cool parce que t'as chapitré, donc du coup, ça va C'est plus simple. être plus simple. Il faudra juste isoler des trucs. Tu veux commencer par quoi, chronologiquement? Ulaanbaatar. Ce secteur-là, il est cool parce qu'il n'est pas trop long. Tu peux faire toute la partie, pour essayer. Après un long voyage en avion, un premier vol de 9 heures depuis Paris par une arrivée à Pékin en pleine nuit, puis un départ de Pékin au petit matin pour enfin atterrir 2 heures plus tard à Ulaanbaatar, la capitale de la Mongolie, nous y voilà. Ce voyage longuement rêvé, imaginé, conçu, puis concrétisé souvent fin à moi. Il faudra vraiment que je cours pas après le texte aussi. Il faut vraiment rythmer. Tu prends ton temps. Ouais. J'ai la certitude qu'il satisfera mes attentes. J'ai l'espoir qu'il les dépasse. Je vais mettre mes lunettes, ça sera mieux. Parce que je vois que dalle. Nous entrons dans le bruit et l'air chaud et sec des routes d'Ulaanbaatar par le biais de... Comment ça se prononce? Ouira. Ouira. Ouais. Chauffeur de taxi. Ah oui, c'est le prénom du mec, le chauffeur. Chauffeur du taxi local d'une 40aine d'années, qui nous interpelle dès notre passage des portes de l'aéroport. Et qui nous aide même à faire réparer mon téléphone. Tombé en panne la veille au départ. Putain, c'était pas de bol ça quand même. Le Parisien m'a escroqué pour la réparation du téléphone. Il a cramé la batterie. Bref. Porte de l'aéroport. Le guest house où nous dormons pour les 2 nuits à venir se trouve dans le district 15. Un quartier populaire situé le long de l'un des axes principaux de la circulation de la ville. Que nous découvrons au fur et à mesure de la mise à l'épreuve de notre patience et de notre fatigue par les embouteillages et l'incroyable conduite kamikaze des Mongols. Soulagés d'arriver enfin à destination, nous constatons avec amusement que les rapports et la communication en Mongolie risquent d'être plus complexes que prévu. Il s'avère que même dans la capitale du pays, les personnes parlant, ou même comprenant simplement, une autre langue que le mongol sont extrêmement rares. Et que pour faciliter un peu plus les choses, la totalité de l'écriture de la vie courante, panneaux et enseignes sont en alphabet cyrillique. Que nous ne lisons pas. Que nous ne lisons évidemment pas. Ok. Faut vraiment que je prenne le temps pour le rythme du truc, sinon c'est compliqué. Tu l'as déjà lu une fois en entier ou pas? Dans ma tête. Mais avec la bouche, c'est complexe. Enfin, disons qu'il faut articuler. Puis moi j'ai tendance toujours un petit peu pour dans ma barbe. Tu vois. On passe au gré de nos recherches.
Juste là. Si tu veux. Au gré de nos recherches, nous avons pris contact avec des guides via les réseaux sociaux, mais sans conclure de marché et nous convenant. Nous souhaitons partir en expédition dès le lendemain, si la chance nous le permet. Une succession de rencontres nous amène alors à la perle rare. Nous commençons par entrer dans une boutique de styliste de cuir. Ok, ça marche. Traversons à nouveau la moteur sans trafic assourdissant la population, des rêves, du silence et des images, un grand espace plein la tête. Il est temps d'entrer, se reposer, se prévoir. Ok, c'est bon. Pour ça, c'est bon. Les montagnes de la région des 8 lacs. Laisse tomber le premier paragraphe, on s'en fout. On va aller sur autre chose. On commence par notre excursion. Okay. Notre excursion débute enfin par une journée de traversée des montagnes pour se rendre dans un autre village au bord du deuxième plus grand lac de ce que les Mongols appellent la région des 8 lacs. Mais la réelle stupéfaction commence au réveil, au moment où je sors de la yourte et découvre les lieux pour la toute première fois. Ah ouais, ça vient tard, ça, quand même. Enfin, ça vient tard, mais en même temps, ça va. Ouais. En plein jour, les mots manquent pour décrire la beauté des lieux au lever du jour. Les plaines et les montagnes à perte de vue, les yaks et les chevaux paisibles. Tout autour de nous, le vol des aigles, au-dessus des hauteurs, le courant de la rivière en contrebas, les couleurs de la végétation, la roche ancestrale qui se dresse devant nous, le vent qui balaye les steppes, et incontestablement le silence. Ouais. Ok. Bon, ça c'est bon. La cascade, tout ça on s'en fout. Les 4 heures de traversée me paraissent interminables. Caméra et matériel sont sur le dos, en relief est abrupt et la route contraignante. L'extrême difficulté physique de ce chemin n'a d'égal que la beauté des paysages qui se succèdent sous mes yeux. Cool. Les tournures, elles sont cool. Merci. Bien joué. Le silence prédomine toujours au sommet de la montagne, plus lourd encore que dans les plaines. Nous atteignons les yourtes peu avant la tombée de la nuit, épuisés, endoloris. Mais je sais désormais que la découverte d'une telle vue, que celle d'aujourd'hui, a un prix. On nous accueille dans la yourte familiale pour le dîner traditionnel que nous partageons tous ensemble, avant de profiter d'une nuit de sommeil amplement méritée. Ah, c'est cool. Cool. Après, sur la page qui suit, t'as l'entrée dans le désert de Gobi, etc. Que niveau Ouais. Gobi, ok. Au lever du jour, nous prenons le chemin du désert de Gobi. Une très longue journée nous attend. Nous passons 15 heures de route. Ouais, putain. Entassés à 8 personnes, avec tout notre matériel de camping et des affaires personnelles, dans le van russe qui nous secoue sans cesse dans tous les sens. Le voyage est extrêmement pénible. Il m'est impossible de me reposer ou de dormir tant le véhicule tangue et saute sur les rochers et dans les creux des steppes. La nuit tombe, rendant la route de plus en plus difficile et l'orientation de plus en plus laborieuse. Une tempête de sable se lève et notre chauffeur qui depuis le début se repère sans GPS, avec pour seule indication les hauteurs des montagnes, la végétation et les rares yourtes que nous croisons, commence à douter d'avoir pris le bon chemin. Putain, il est chaud de la phrase là. Une tempête de sable se lève et notre chauffeur qui depuis le début se repère sans GPS, avec pour seule indication les hauteurs des montagnes, la végétation et les rares yourtes que nous croisons, commence à douter d'avoir pris le bon chemin. Putain, ça c'est dur. Hein. Faut que tu prennes ton temps en fait. Commence à douter. Nous tournons en rond dans la nuit noire, les rafales de vent sous le vent. J'adore ce passage. Des nuages de sable enveloppant le van, coupant toute visibilité au loin. Nous apercevons soudain le clignotement d'une lumière blanche que nous prenons avec soulagement pour notre point d'arrivée. Ah ouais putain, je
Je me souviens de ça. Ah, c'était chaud. Continuellement bercé par le vent, la scène est glauque. Mais plus encore. Après explication de la guide, qui nous informe que cette lumière vacillante, accrochée dans la nuit, symbolise l'esprit d'une personne décédée à cet endroit. Il y a des trucs, je me souvenais même plus, quoi. J'ai tout noté. Tout. Ok. Après un long moment de recherche dans la nuit, symbolisé. Non. Dans la nuit. Non, putain de merde. Après un long moment de recherche dans la tempête, nous arrivons enfin à notre yourte, aux portes du désert de Gobi. Ok. Ok pour ça. Ça souffle dehors, putain, t'entends? Ok. Le lendemain matin, nous partons explorer à pied l'unique lieu légèrement boisé de la zone de Gobi. J'aime bien ça. Où nous nous situons. Nous nous trouvons alors face à une nouvelle démonstration de la supériorité de la nature. Nous marchons à travers un cimetière naturel où les dunes et les buissons abritent de nombreuses carcasses d'animaux venus y rendre leur dernier souffle. J'ai l'impression que tu as écrit un bouquin. La mince ombre offerte par le peu de végétation et la finesse du sable rouge leur ont probablement accordé de paisibles derniers instants. Oh, c'est poétique. Oui. Avant que la mort, puis les immenses vautours de Mongolie ne leur portent visite. Ce tombeau muet nous démontre une fois encore que la nature est si toute puissante et son règne incontestable. Depuis notre arrivée au second des espèces mongoles, une chose significative me marque: la triste présence de la pollution humaine, même dans les lieux les plus reculés, jetés négligemment par les hommes, emportés par les vautours, simplement dissimulés par le vent. Disséminés. Putain. Si je sais prendre le ton qui va bien. Les déchets sont par moments bien trop nombreux pour ne pas être remarqués. Ils sautent à mes yeux telle une insulte à cette terre tellement belle, vaste et riche de biodiversité. Je doute que les locaux soient particulièrement informés des problèmes environnementaux à l'échelle mondiale, mais j'ai l'espoir qu'avec le temps, les mentalités se sensibilisent peu à peu au respect de la nature, même ici. C'est bien retranscrit en fait. Cool. J'aurais été incapable de faire un texte pareil. Mais c'est cool avec les mots que je t'ai donnés, avec l'idée que je t'ai donnée, t'as réussi à transcrire le truc. Donc c'est cool. Les températures baissent juste en dessous. Les températures baissent de plus en plus et nous nous trouvons maintenant réveillés par le froid du petit matin. Au petit matin. Lorsque le feu dans la yourte s'éteint, nous partons pour une nouvelle longue route en remontant vers les steppes. En nous éloignant du désert, au cours de laquelle nous croisons des troupeaux de chameaux, de chevaux parcourant les plaines. Nous avons le plaisir de nous arrêter pour visiter un imposant relief se trouvant être un des plus anciens fonds marins, des millénaires en arrière. Les multiples couleurs des roches témoignent des époques qu'elles ont vécues et se détachent minute après minute dans la lumière décroissante du crépuscule. Putain, c'est classe, hein. La tournure est mortelle. Leur hauteur me permet d'admirer l'immensité de ce territoire. Une terre sans fin, à travers les rayons du soleil. Nous sommes ensuite reçus par une nouvelle famille nomade, venant intégrer notre emplacement d'hiver, plus proche d'un décor de campement post-apocalyptique sorti du film Mad Max. Qui devrait demeurer cool. Step rocheuse. Step rocheuse maintenant.
Le jour levé, je m'aventure à l'extérieur. Rien à perdre de vue. C'est probablement le lieu le plus désert où nous avons passé la nuit. Je peux voir à des centaines de kilomètres les quelques troupeaux qui passent. Qui pèse. Qui paissent. T'arrives pas avec ce Quoi, verbe. paisse? Le verbe paître. Ah putain. Troisième personne du pluriel. Qui pèse. Putain, j'aurais fait une conjugaison de fou, moi. Qui pèse ou encore la carcasse entière d'un cheval gisant au loin. Mais rien d'autre. Le vent balaye cette terre vide, me faisant me sentir minuscule au milieu de cette immensité. Je prends le temps d'apprécier le dernier moment en pleine nature avant le retour dans la capitale prévue pour ce soir. Et on entend la machine à laver. Oui. C'est dommage quand même. Ah, tu m'as dit que je veux une lessive tout de suite. J'ai fait une lessive tout de suite. D'accord. Retour à Ulaanbaatar et Morincourt. Nous renouons donc à contre-cœur si les gens la vie une longue journée plus tard. Pour notre dernier jour sur place, nous partons en quête d'un objet très particulier que je souhaite ramener avec moi. Le Morincourt, instrument de musique à cordes traditionnel mongol, également appelé la vieille tête de cheval. Je souhaite à tout prix le trouver, mais toujours avec la volonté de le lâcher prise. Les artisans laitiers fabriquent à la main des Morincourt. Notre arrivée sur place, tombons nez à nez avec un chaman, artiste, un musicien de mongol. Cet instant inattendu est unique à mes yeux, le plus beau souvenir de ce voyage. Je demande alors à l'artiste de réaliser pour moi un instrument sur commande. Ouais, c'est cool. C'est très chiant cette machine. Leur capacité de vie moteur simulée le plus fort entretiennent avec les animaux et leur terre sont à la fois émouvantes et impressionnantes, malgré leur attitude brute. Et leur habitude décomplexée, les Mongols m'ont rendu admiratif de leur hospitalité. Attitude brute, ouais, on peut dire ça. J'ai la capacité de dépasser la barrière de la langue à tout le moyen avec assistance et humour. Ils vivent en harmonie avec leur environnement, si inhospitalier et aride soit-il. Ils dégagent à la fois la fierté et la sérénité, ne verbalisent pas leur religion et ne parlent pas de leur spiritualité. Ils la vivent, tout simplement, sans l'exposer, comme quelque chose d'intime et faisant à la fois simplement partie de leur existence. J'ai appris au contact que notre corps s'adapte de lui-même à son mode de vie avant le départ. Okay. Pourquoi je suis passé de 5 à... Ah ouais, putain, j'ai mélangé les feuilles. 5, 6. Conclusion, ah ok. J'ai tout mélangé. Donne peut-être pas la fin de la conclusion. Non, ça je l'ai... Pour le film, quand même. Ne rebuse pas. Je nourrissais une crainte de me retrouver. C'est ça, un petit peu. Préparation, j'ai notamment laissé faire les choses. En compte de l'angoisse, je n'irai pas un jour. Comme on vit dans une société, j'ai le repère de notre mode. Et de vie était primordial pour moi, j'ai ressenti la tristesse de l'aider.